Bonjour à tous, merci d'être là, réunis autour de ce sujet qui est la perma-entreprise. Nous avons avec nous Sylvain Brezard pour nous en parler. Alors je vais essayer de résumer le parcours professionnel de Sylvain, mais ça va forcément être court et frustrant parce que Sylvain a fait beaucoup de choses. Non, pas frustrant, mais Sylvain est très modeste. Donc Sylvain est le président fondateur de Norcis. Norcis, c'est une entreprise de services numériques de 600 personnes. 750 maintenant, d'accord, mais ça continue à progresser. Une entreprise qui est certifiée Bicorp, entreprise société à mission. Sylvain est aussi, a été président national du CJD, Centre des jeunes dirigeants, où il a développé le modèle de la performance globale de l'entreprise. Il est créateur du réseau Étincelle, un réseau qui vise à rendre les jeunes en rupture scolaire entrepreneurs de leur vie. Beau projet. Sylvain a été aussi président de Greenpeace. Et puis, j'oublie peut-être plein de choses, mais vous le direz par vous-même. Et Sylvain est là aujourd'hui avec nous parce que c'est aussi l'inventeur du concept de perma-entreprise. Alors, j'ai trouvé la genèse du concept absolument passionnante. C'est vous qui allez nous la raconter, mais en quelques mots, et pour que vous fassiez le lien avec la sociodynamique, la perma-entreprise, c'est un modèle de développement qui vise à créer de la valeur en respectant conjointement 3 grands principes éthiques qui sont eux-mêmes inspirés de la permaculture. Dans ces principes, on a prendre soin des humains, préserver la planète, se fixer des limites et partager les richesses. Alors ces concepts, il y en a certains qui doivent parler à ceux qui connaissent la sociodynamique. Parmi les concepts qui sont les fondations de la perma-entreprise, les entreprises sont une force pragmatique de changement. Elles se soucient en permanence, ou devraient se soucier en permanence, des ressources, tout en visant l'efficacité. Ce qui est quand même déjà un modèle qui n'est pas si évident que ça dans la culture actuelle. La perma-entreprise agence ses parties prenantes pour chaque projet afin de créer de meilleures synergies. Et en sociodynamique, on travaille aussi aux synergies. La sociodynamique, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été développé par Jean-Christian Fauvet pour comprendre la réalité sociale des entreprises et créer un modèle qui permette aux humains et aux entreprises de coopérer de manière à, là aussi, créer de la valeur, mais d'une manière qui soit saine, qui soit éthique, et qui crée des synergies de performance dans un cadre qui soit, comme on dit maintenant, j'ai le mot anglais qui vient, mais sustainable. Ça viendra en français plus tard. Donc, la sociodynamique, c'est un mouvement humaniste. Et on va voir que dans la perma-entreprise, il y a aussi une bonne part d'humanisme. Donc Sylvain, si vous voulez bien prendre le relais et nous expliquer la perma-entreprise. Ok. On se donne combien pour qu'il y ait des échanges? Parce que c'est chouette. Merci. Le fait de ne pas être nombreux, on va pouvoir échanger plus. On a 3 quarts d'heure où Sylvain va nous parler. Ensuite, on aura un quart d'heure de questions. 3 quarts, non? Ok. Bon, Caroline a donné quelques clés de mon chemin. J'ai raconté une petite histoire. Moi, j'ai créé en 1994 mon entreprise, et puis il y a eu cette fameuse loi des 35 heures qui est arrivée. Et franchement, ça faisait râler tout le monde. Ça faisait râler le patronat, les syndicats salariés, même les salariés dans l'entreprise étaient perdus. Et je vous raconte ça parce que moi, je me suis retrouvé seul face à cette histoire en disant « mais tiens, comment je vais faire ?» etc. Et en fait, c'est parce que je me suis dit « mais tiens, mais qu'est-ce qui va passer dans l'avenir ?» On était en 98. Bon, ok, il y avait 7 ans 2000, l'euro, tout cela, dans le monde informatique, on sentait que ça allait générer du travail très facile. Mais au-delà de ça. Et en fait, c'est en m'interrogeant sur l'avenir et sur 2 points. C'était de dire, 1, la vie va se compliquer dans les métropoles. La vie des couples va être de plus en plus tendue avec les enfants, ceci, cela. Et 2, les technologies vont commencer à évoluer plus rapidement. Comment faire ? Et c'est en me projetant que finalement j'ai bâti un accord de 35 heures avec un vrai dispositif d'équilibre vie pro-vie perso, puisque ça faisait 20 jours en plus des 27 jours de congé, mais flexible, avec des programmes de formation technologique, etc. Et je vous assure, en 2002, quand ça s'est écroulé dans l'informatique, puisqu'il y avait tout ce job un peu artificiel, enfin ponctuel plutôt, on a réussi notre année. Je vous raconte ça pour dire que pour moi c'est une des clés, et c'est ça qu'il y a derrière le
modèle perma-entreprise, c'est d'essayer de comprendre les mutations, les tendances et de les anticiper. Et finalement, de ne pas attendre qu'elles nous tombent dessus pour que ça en devienne des contraintes. Donc anticiper, c'est faire d'une future contrainte une opportunité. Et ça, je crois que c'est une véritable source de performance pour l'entreprise. Alors, je me suis occupé du Centre des jeunes dirigeants, début des années 2000, et c'est l'époque où les RSE arrivaient en France, cette fameuse responsabilité sociale des entreprises. Alors, elle est venue des États-Unis, comme beaucoup de choses, et elle est venue des financiers américains. Elle n'est pas venue du monde social ni environnemental. C'est ces financiers qui avaient vu un certain nombre de fortunes faiblir fortement parce que des entreprises s'étaient fait prendre en déficience sociale ou environnementale, chute de 12% des actions, etc., et qui ont paniqué en disant « mais tous les trimestres, on a tous nos tableaux de chiffres pour suivre cela, et puis sur le plan social, environnemental, on n'a rien ». Et née la RSE, sont nées les agences de notation pour cette raison-là. Et c'est arrivé vraiment fin des années 90 en France, et moi je suis au Centre des jeunes dirigeants. Son objet de cette association, c'est de mettre une économie au service de l'homme. Je me dis, on ne peut pas passer à côté de ça, il faut vraiment essayer de faire quelque chose. Alors, c'est ce que tu as appelé cette recherche de performance globale. J'ai essayé de dynamiser le mouvement avec des outils pour qu'ils s'interrogent, et finalement c'était aussi simple que ça, c'est de dire il n'y a pas qu'une seule finalité financière, il y a une sociale, une environnementale, et il faut mettre en place quelque chose autour de ça. Ça a bougé un petit peu les lignes. Moi, c'est ce qui m'a animé pendant 20 ans pour développer mon entreprise. Voilà. Et je trouve que c'est beaucoup plus passionnant, en plus, de développer une entreprise dans cet esprit-là. Alors, si je vous donne quelques... Oui, j'ai créé ma fondation en 2003, on était une PME, même les grands groupes n'en avaient pas. J'ai fait mon premier bilan carbone en 2007. Oui, je me suis engagé contre la discrimination en 2005, CV anonyme pour l'égalité homme-femme. Voilà, tous ces sujets-là ont été des opportunités de développement de Norcis. Je vous donne ces exemples juste pour dire que 20 ans sont passés et qu'en 2019, j'ai fait ma crise des 60 ans. Et je me suis dit, voilà, il faut être honnête. Il faut être honnête. Quand on regarde les 20 dernières années, le monde, mais la France s'est énormément dégradée. Socialement, c'est terrible. Planétairement, c'est assez terrible aussi. Et je reste persuadé que le monde de l'entreprise est le mieux placé pour agir. Oui, l'entreprise, elle sait décider vite, elle sait conduire du changement, des fois un peu brutalement, des fois avec un petit peu de déficience, mais malgré tout, elle a l'habitude de faire ça. Oui, l'entreprise, quand elle s'engage, elle a les moyens financiers de faire, elle sait agir vite. Le monde politique, et surtout en France, quand on est dans le multilatéralisme homo-européen, ça devient très long, très court. Regardez en ce moment les lobbying pour faire revenir en arrière des lois, des décisions qui avaient été prises sur l'usage de produits très cancérigènes, etc., etc. Je me suis dit, c'est quand même dommage parce que l'entreprise est la mieux placée, mais franchement, ce qu'elle a mis en place au nom de la RSE, c'est complètement insuffisant, insatisfaisant. Et c'est quelqu'un de 60 ans qui pensait ça. Demandez aux jeunes, vous savez bien qu'ils sont de plus en plus très très sensibles à tout ça. Alors une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, voilà, on passait une journée avec un groupe dans mon entreprise que j'ai appelé les pirates. Alors les pirates, c'est quoi? C'est intéressant parce que vous savez, on fait un parcours professionnel, donc on acquiert des compétences, de l'expérience, et puis de ce fait, on exerce certains métiers. Mais pourtant, chez beaucoup, il y a d'autres choses. Il y a d'autres compétences, il y a d'autres sujets d'intérêt. Et si on sait utiliser ça dans l'entreprise, on va à nouveau finalement créer des dynamiques et rendre l'entreprise plus performante. C'est ce que font mes pirates, c'est de dire finalement on va passer 10-15% de son temps sur des problématiques. En fait, le but c'est de réinventer l'entreprise avec ce groupe-là, mais justement en utilisant des tas de savoirs, choses qu'on a par ailleurs. Et ce jour-là, mon fils, qui a intégré Norcis après avoir fait quelques années de conseil, me dit franchement, vis-à-vis de nos engagements environnementaux, c'est pas satisfaisant. Bon, c'est le fils qui donne une claque à son père, ok. Et j'ai dit, écoute Thomas, vas-y, anime cette journée-là, je me mets en observateur. Et c'est à ce moment-là où voilà, il y avait des tas de choses qui se débattaient, que m'est venue cette idée de dire, mais tiens, en fait, la permaculture, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose
dont on pourrait s'inspirer. C'est venu comme ça, hein, ce qui montre bien que les idées, il y a cette fameuse image de les idées, on les a sous la douche, on peut aussi les avoir en observant ce qui se dit, etc. Alors, je vous ai mis cette diapo parce que, en fait, voilà, la permaculture, c'est pas de dire, tiens, si je veux de belles courgettes, je vais mettre des petits pois à côté parce que ça absorbe l'azote, et puis je vais mettre des oignons parce que ça évite les champignons parasitaires. Ça, c'est de la pratique expérimentale. La permaculture, c'est une véritable philosophie de vie. C'est ce que j'ai découvert. J'ai mis une photo du livre du fondateur, David Holmgren, qui est australien, qui vit en Australie. Et ce qui m'a interpellé, c'est eux se sont dit pourquoi dans les années 70 ils ont eu le besoin de réinventer un mode de production agricole vertueux, parce que c'était le début des crises dites pétrolières, donc des crises d'énergie. Et ils se sont dit mais comment on va faire pour nourrir toute la population du monde si on manque d'énergie? Alors eux, c'était voilà, les énergies fossiles, eux, leur problématique c'est de dire on va en manquer, comment on va faire? Vous voyez que le monde a quand même évolué, mais c'est comme ça qu'ils sont arrivés au fait de dire, eh bien, il faut qu'on invente un mode de production qui soit optimal dans l'usage des ressources, l'efficience de l'usage des ressources. Et ils sont allés voir les pratiques ancestrales, parce que voilà, au XVe siècle, etc., il n'y avait pas les sources d'énergie qu'on a vu apparaître à partir du XIXe. Et c'est comme ça qu'ils ont bâti finalement un certain nombre de choses. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est que les fondamentaux de la permaculture, c'est 3 principes éthiques. Prendre soin des hommes, du sol, prendre soin du sol, se fixer des limites à la consommation et redistribuer les surplus. Et là, je me suis dit, ouais, je ne connais pas une boîte qui appuie son développement sur 3 principes éthiques, notamment tels que ceux-là. Et ça m'a semblé intéressant parce que, bon, je vais être un peu provoque, mais je trouve que depuis des années, on n'invente plus rien dans ces problèmes, dans ce monde-là, dans le monde dit de la RSE, etc. On n'invente plus rien. On tourne en rond. Alors, évidemment, il y a encore tellement de chemin à faire pour les entreprises, c'est pas si grave que ça, mais moi, je ressentais le besoin d'essayer d'inventer quelque chose. Alors, il faut rester modeste, hein, quand on invente quelque chose, on a autant de chances d'échouer que de réussir, mais je sentais ça, et là, je me suis dit, il y a quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça qui m'a plu. Et puis le côté très expérimental de la démarche permaculture, ça aussi, c'est dans mon esprit, quoi. Allez, expérimentons, le droit d'expérimenter dans l'entreprise, je trouve que c'est très important. Voilà, pour aller assez vite sur l'inspiration, j'ai eu vraiment une tristesse quand j'ai vu ça, c'est-à-dire que au-delà de ces 3 principes éthiques, la permaculture dit voilà, pour le comment faire, 12 principes de conception. Voilà. Et là, franchement, quand vous dites ces gens-là ont écrit ça il y a 50 ans, hein, faire un usage optimal des ressources, utiliser les ressources renouvelables, ne pas produire de déchets, etc., vous dites qu'est-ce qu'on a perdu du temps, quoi. Et en même temps, je me suis dit, bon ben, là aussi, si j'arrive à intégrer tout cela, je ne peux pas me tromper. C'est tellement d'actualité, ces sujets, tellement d'actualité. Donc, voilà, j'ai eu une petite larme et puis un petit sourire en me disant, il y a quelque chose. Et ce que j'ai aussi aimé dans ces principes dits de conception de la permaculture, c'est que ça allait amener des idées nouvelles. Je vous en donne un. Il y en a un, c'est voilà, utiliser les bordures et valoriser les marges ou les lisières. Grosso modo, vous avez un champ, il a une biodiversité, une forêt, son autre biodiversité, et au milieu, il y a quelque chose. Et ça encore une autre biodiversité qui est souvent assez intéressante, riche, différente. Et ça, dans la permaculture, c'est extrêmement utilisé. Et je me suis dit, waouh, tiens, comment traduire ça dans l'entreprise? Oui, j'ai plus de cheveux, je ne peux plus me les arracher, mais néanmoins, comment on fait? Et c'est là où j'ai vu que ça allait nous emmener sur d'autres champs du possible. Et ça, c'est intéressant. Hein. Mon phénomène pirate, c'est une façon d'utiliser des lisières. Il y a des compétences, des savoirs à côté de la mission, si on mettait ça en mouvement. Voilà. Donc, pourquoi l'inspiration de la permaculture? Je m'arrête là-dessus, mais des principes éthiques, des principes de conception vraiment qui me semblaient assez pertinents, des idées nouvelles qui pouvaient être mises en place. Simplement après, il fallait pour moi non pas dire on va bâtir un système RSE de plus. Ce que je voulais, c'était proposer un modèle de développement de la boîte. On est là pour développer notre boîte et on va répondre aux enjeux d'aujourd'hui à la hauteur de ce qu'il faut faire.
Hein. La RSE n'est pas une finalité en soi pour moi, c'est le développement de l'entreprise qui est une finalité, mais en ne tournant pas autour des problèmes d'aujourd'hui. Voilà. Alors, les fondements de la perma-entreprise, cette fois, vous voyez, j'ai rien inventé, j'ai juste reformulé un peu. Donc, prendre soin des femmes et des hommes, prendre soin de la planète, et pas simplement du sol, puisque la permaculture, c'était le sol, la planète. Et puis, c'est celui-là qui est le plus peut-être un peu frais, nouveau, voire déstabilisant. Se fixer des limites à la consommation, j'ai viré consommation, et redistribuer les surplus, je l'ai traduit en redistribuer équitablement les richesses créées. Alors, quelques petites remarques là-dessus. Pourquoi déjà dire, non pas fixer des limites à la consommation, mais se fixer des limites? Déjà, pour une entreprise, il n'y a pas que la consommation, et le se, il est hyper important. Il faut être honnête dans la vie, on a ce qu'on mérite. Et si dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, il y a des lois qui se succèdent, c'est parce que le monde de l'entreprise n'a pas voulu prendre en compte les problèmes. Alors des fois, je vois que ça réagit, notamment dans des milieux très dirigeants, et je vous donne un exemple. Combien y a-t-il eu de lois sur l'égalité professionnelle homme-femme depuis l'an 2000 en France? 6. Voilà. Ça veut dire qu'il a fallu une loi pour essayer de faire bouger les choses, que malgré tout, ça n'a pas bougé, ou pas assez bougé, ou peu bougé. Avec tous les lobbying qu'il faut pour que ça ne bouge pas. Et puis, finalement, il faut arriver à des lois qui parlent de sanctions. La loi au début du premier mandat de Macron, c'est ça. C'est de dire maintenant, allez, bâtissez-moi un outil de mesure, l'index, syndicat, salarié, patronat, ça a été fait. Ça a été fait assez vite, donc voilà, c'est pas critiquable. Et puis, si vous ne le faites pas, on va mettre en place des sanctions. Et là, ça commence à bouger. Vous voyez, c'est pour ça que, encore une fois, je trouve que le monde, et français notamment, est extrêmement, extrêmement conservateur. Et donc, pour moi, le « ce », il est hyper important. Il faut se prendre en compte, il faut se prendre en main, il faut agir, il faut s'autoréguler, il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus, ou freiner tout ce qui peut bouger. Donc, se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Alors celui-là, évidemment, il fait grincer. Mais il faut là encore être honnête. Regardez, on va rentrer dans la COP 28. Tous les ans, le sujet numéro 1 de la COP, combien d'argent les pays dits riches sont prêts à mettre sur la table pour les autres, pour qu'ils puissent faire évoluer tout leur système de production, etc., pour réduire massivement les émissions de CO2. C'est ça l'enjeu. Redistribuer la richesse. Et pendant un an, ça discute dans tous les sens, et ça n'aboutit pas. On s'est félicité à la COP à Paris en 2007, je crois, d'un accord, mais qui n'a pas été respecté, comme beaucoup d'accords aujourd'hui, je trouve. Donc ça, c'est vraiment important, mais voilà, quand on a à peine de quoi se nourrir et se loger, en quoi on va se préoccuper de la planète? C'est faux. Donc, ce principe éthique-là, ce troisième, voilà, peut amener à faire beaucoup réfléchir, mais vous allez voir après que moi je propose des choses à faire, des méthodes, etc., pour que l'entreprise aille dans ce sens-là. Ça me semble vraiment important. Voilà, donc les bases. Et finalement, vous savez, ces trois principes éthiques, peu à peu, je me suis aperçu que c'était quelque chose d'assez universel. C'est-à-dire que, voilà, tu as fait allusion au réseau Étincelle, cette association qui s'occupe des jeunes en décrochage scolaire, voire maintenant ils appellent ça les primo-décrocheurs. Mais je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas appliquer ça à l'association? Et ça s'applique très très bien. Alors je suis allé plus loin, j'ai un groupe d'amis, on se voit tous les ans, mes fameux amis du CJD. Et je me suis dit, tiens, là, je dois les accueillir. En quoi je peux mieux prendre soin d'eux? En quoi je vais essayer de préserver la planète pour nos 4 jours ensemble? Est-ce qu'il y a des limites à se fixer? Voilà, c'est un réflexe qu'on pourrait avoir constamment. Ça, c'est pour ça que j'y crois si fort, ces trois principes éthiques. Alors, on peut aussi avoir un autre regard qu'on a eu au début, quand on a expérimenté tout ça à Norcis, dire, ouais, mais il y a peut-être d'autres des principes que les trois. Alors nous, on en avait un qui touchait évidemment les technologies, puisqu'on est dans les technologies, c'était la séance d'avant.
Et on se dit, notre truc, c'était de dire, il faut donner des limites à l'usage de la technologie. Ben oui, mais voilà, c'est pas le problème de la technologie, c'est notre troisième principe éthique, se fixer des limites. Voilà, donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, si... Ça marche pas. Ah oui, voilà, si, c'est bon. Donc, voilà, j'ai retraduit les fameux 12 principes de conception dans le monde de l'entreprise. Quelques formulations un petit peu différentes, mais voilà. Et vous voyez peut-être que j'en ai ajouté un 13e, et c'est bien en cela qu'on parle de modèle de développement de l'entreprise, et PRSE, aligner l'offre, produit, service sur les 3 principes éthiques. Et ça, c'est franchement à l'usage des entreprises qui se sont lancées dans le modèle, c'est franchement intéressant. C'est qu'on doit se dire, tiens, mais finalement, mes offres, c'est de la prestation pour développer des logiciels, c'est de la prestation en maîtrise d'ouvrage pour accompagner l'évolution des organisations des entreprises. On s'est dit, mais tiens, voilà, revisitons nos offres pour qu'elles soient encore davantage alignées sur les 3 principes éthiques. Et ça les a fait évoluer. Et ah oui, il faut faire de l'éco-conception, il faut mettre en place des tas de choses, etc. Et ça, c'est finalement quoi? C'est rendre l'offre que l'on a avec une valeur ajoutée supérieure très souvent, et c'est même anticiper éventuellement des tendances qui vont faire que les offres ont réévolué dans ce sens-là, et on va tout anticiper. C'est ce qui se passe pour beaucoup d'entreprises qui sont sur le modèle, enfin beaucoup, je reste modeste parce qu'il n'y en a pas encore tant que ça, mais c'est les entreprises qui sont dans ce modèle. Donc vous voyez, on est bien dans le développement d'entreprise, on n'est pas que dans la RSE. C'est pour ça que j'ai cherché à le rajouter. Bon, je vous les laisse lire, je ne vais pas les commenter, ça va être trop long, mais on pourra échanger si ça vous intéresse. Alors, la 3e clé, c'est une notion importante dans le domaine de la permaculture, c'est la régénération des ressources. En permaculture, régénérer, c'est ne jamais les épuiser. Et c'est bien pour ça que c'était intéressant ce modèle, et que ça reste extrêmement intéressant à notre époque. C'est de dire finalement, si je produis voilà, des légumes et autres, je récupère 10% des graines pour pouvoir régénérer et donc être autonome. Je me suis dit, ben voilà, finalement, je vais faire le parallèle, permaculture, perma-entreprise. Donc permaculture, il faut un sol, comment régénérer le sol. Permaculture, il faut de l'eau, comment, voilà. Faut de la main-d'œuvre, évidemment, en permaculture, comment on régénère la main-d'œuvre, etc. Et je me suis dit, ben finalement, si je retranspose ça dans le monde de l'entreprise, eh ben, effectivement, l'entreprise, elle peut avoir besoin de matières premières. Nous, on est dans l'immatériel, voilà, mais on peut être ébéniste, on peut faire des tas de métiers qui exigent de la matière première, évidemment, de l'énergie. Donc, on a de l'énergie. On a évidemment des ressources humaines. On a des moyens financiers pour faire évoluer les systèmes de production, etc. Comment on régénère tout ça? Et souvent, je fais travailler sur un thème, parce que celui-ci, il est commun à toutes les organisations et les entreprises, régénérer les ressources humaines. Qu'est-ce que vous faites pour régénérer les ressources humaines? Ah oui, mais tiens, au fait, ça veut dire quoi? Comment on le traduit? Alors, mon modèle dit, moi, je ne donne pas une traduction. C'est à chacun de la trouver. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pas une norme, ce modèle. C'est un cadre. Et donc, à Norcis, on se dit, régénérer les ressources humaines, c'est faire en sorte que les collabs soient en énergie positive de manière permanente en s'appuyant sur des leviers de qualité de vie. Voilà comment on l'a traduit. C'est à la Norcis, mais ça peut être traduit un peu différemment. Cette notion de régénération des ressources humaines, elle est intéressante. Elle est encore plus opportune, si je puis dire, parce que depuis le Covid est passé, depuis il y a beaucoup plus de fragilité humaine, faut aussi le voir. Donc plus que jamais, c'est important de chercher à régénérer ces ressources humaines. Il y a bien évidemment, si on dit, mais comment on peut faire? Il y a moult choses, ça peut être une question sur laquelle on peut échanger tout à l'heure. Mais voilà, cette notion de régénération des ressources fait aussi beaucoup évoluer et donc enrichit ce qu'on peut faire dans l'entreprise. La 4e clé, c'est celle-là. C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire là, avec des belles méthodes d'animation, on peut faire un projet dit d'entreprise qui
une certaine attractivité, qui donne envie, voilà, pas mal. Mais on ne change rien au monde. Ce qui peut faire prétendre que si on est des milliers à l'appliquer, on va bouger un peu les lignes, c'est ce qu'il y a là. C'est-à-dire des objectifs d'impact incontournables et indissociables. Il ne s'agit pas de dire, tiens, je vais répondre à l'objectif d'impact qui touche l'égalité homme-femme, et puis à côté, je vais oublier la planète. Hein, tout ça, c'est indissociable. C'est ça aussi qui fait qu'on est en difficulté. C'est que certaines entreprises qui ont envie de faire, mais elles ont envie de faire sur certains sujets et pas d'autres. Aujourd'hui, tout cela, c'est tellement interdépendant qu'il faut agir de manière globale sur le plan social, sociétal, environnemental. Donc c'est ce qu'il y a derrière. Alors ces objectifs d'impact, ils sont liés évidemment, comme toujours, aux 3 principes éthiques. Il y en a qui touchent le fait de mieux prendre soin des femmes et des hommes, qui touchent le fait de mieux préserver la planète et qui touchent le fait de se fixer des limites ou redistribuer les richesses. Voilà. Donc là, alors c'est quoi un objectif d'impact, hein? C'est dire, voilà, c'est quelque chose que je dois atteindre et qui va permettre d'avoir un impact positif sur notre monde. Si j'en prends quelques-uns, ça a 5 ans maintenant. Hein. C'est pour ça que l'éditeur m'a demandé de revoir tout ça et de mettre ça à jour dans une nouvelle édition de livre. Mais, vous voyez, être en contribution nette et positive de carbone. Et à l'époque, je disais, sur 5 ans, ça c'est l'optimal, 10 ans c'est le maximum. C'est quoi? C'est de dire, je fais tout dans ma boîte pour réduire les émissions. Et je vous donnerai un exemple de ce qu'on a pu faire. Et 2, malgré tout, il va rester des émissions. Qu'est-ce que je fais face à ça? Et donc, ce fameux mot compensation qui a été extrêmement dévoyé par certaines entreprises qui disent je compense, donc je peux faire ce que je veux en émissions. Voilà. Et puis les ratios, les critères internationaux de crédit carbone, c'est vraiment, vraiment, vraiment critiquable. Ce que moi je propose, c'est plutôt de financer les puits de carbone. C'est quoi financer les puits de carbone? C'est dire, tiens, cette ferme en permaculture, si je lui donne les moyens, elle va changer ses outils de production, elle va en émettre beaucoup moins. Enfin, pas en permaculture, parce qu'elle le fait déjà, mais une ferme traditionnelle, elle va émettre beaucoup moins de CO2. Si elle émet 500 tonnes de moins de CO2, eh bien, ça compense 500 tonnes qu'on peut émettre. Voilà. Vous voyez, ça c'est exigeant. Ça demande de se mobiliser, ça demande de l'énergie, et ça bouge les lignes dans la boîte. Hein. Donc, voilà des objectifs d'impact qui ont évidemment une exigence forte. Alors, je vous disais, vous voyez, on était en 2015 et notre bilan carbone nous montrait que 50% de nos émissions, c'était les déplacements. Et malgré tout, voilà, si on est dans la banlieue lilloise, il faut prendre la voiture, il n'y a rien à faire. Quelqu'un de Lille au fond de la salle qui le sait, ça. On est à Sophie Antipolis, il y a très peu de transports en commun. Comment on fait, etc. Et en fait, on se disait, le plus gros moyen de réduire nos émissions, c'est le télétravail. Et en plus, on cherchait un autre dispositif d'équilibre vie pro, vie perso. Donc, c'est pour ça qu'on est allé sur le télétravail en 2015. On peut dire, voilà, 2 principes éthiques qui ont poussé à ce qu'on ait le télétravail. On a fait ça tranquillement. On a expérimenté. On a vu qu'il fallait former à des outils d'animation qui commençaient à naître sur le plan digital. On a vu que ça modifiait certaines choses ou ça engendrait certaines difficultés de management, de gestion de cas difficiles, etc. On a vécu ça au fil des années, tranquillement. Conduite du changement. Je crois qu'on était à 40% quand le Covid est arrivé. Voilà, nous, le 16 mars 2016, tout s'est bien passé. Vous savez sans doute la panique que ça a été dans énormément d'entreprises. Oh, on n'a pas d'ordinateur portable, comment on va faire? Tout le monde se jetait, tout le monde voulait en acheter. Évidemment, il y avait pénurie. Puis mes infrastructures, réseau, etc. Puis une fois que c'était là, bon, allez, prenez tout ça, allez-y, rentrez chez vous. Conduite du changement, superbe. Et après, on dit, le télétravail, ça ne marche pas. On dit, oui, il y a des gens qui sont fragilisés. Enfin, voilà, on est en plein en prise avec les principes éthiques. Donc, vous voyez, principe éthique, ça permet aussi d'anticiper. Alors, je ne l'avais pas vu, je n'avais pas imaginé ce Covid. Mais franchement, on y a gagné un temps et de l'argent, évidemment, parce qu'on avait anticipé tout ça. C'est ça qui est intéressant dans le modèle, c'est que ça pousse à ça. On ne gagne pas à tous les coups, mais ça pousse à ça. Alors, ces objectifs d'impact...
Voilà, il y en a qui touchent évidemment les évolutions de compétences et encore une fois, c'est pas à nous de dire tiens, on a fait des formations dans l'entreprise, ceci, cela. C'est au collab de juger en quoi ils ont amélioré leur employabilité. Voilà aussi comment on mesure les choses dans le modèle PERMA, où on pousse à mesurer. C'est évidemment redistribuer de la richesse. Donc moi, je souhaite qu'on tente peu à peu pour les entreprises, mais en Nord6, on y est, à plus de 50% redistribuer, salariés, société civile, impôts compris. Alors évidemment, ça fait réagir, surtout quand vous savez que les grands groupes payent 12% d'impôts et voire les 4,40, 4%. Donc leur dire, donnez le reste à la société civile. Voilà, il y a des règles fiscales qui facilitent le fait de pouvoir faire des dons à la société civile. Il y a plein de choses qui existent. Oui, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question parce que quand on a une entreprise, on est installé sur un territoire et on est bien content que sur les territoires, ça fonctionne bien. L'éducation nationale, les écoles, la santé, etc., les infrastructures routières. Oui, mais qui c'est qui les paye aujourd'hui? C'est les 4% des impôts des grands groupes ou c'est les 25% de toutes ces ETI, entreprises taille intermédiaire et PME, hein? Voilà, c'est des questions. Donc, ce qui me semble aussi dans notre monde, c'est que on a la chance en France d'avoir des gros organismes, encore une fois, éducation nationale, santé, justice, tout ce qu'on veut. Mais si ça craque pas, c'est parce que autour de ça, il y a un ciment qui s'appelle le monde associatif. Franchement, le monde associatif sur le plan social, ce qu'elle peut faire pour rattraper les coûts qui sont mal emmanchés, c'est impressionnant. Et je le vis avec Réseau Étincelle et d'autres associations. Donc c'est pour ça que moi, j'ai cette croyance qu'il faut qu'on redistribue davantage au monde associatif. Alors en plus, on aime bien les associations en France. Vous savez qu'on est champion du monde en nombre d'associations. On a au moins un titre. Ah oui, on adore. Mais c'est ce qui fait que tout le monde court après l'argent en ce moment. Mais voilà, vous voyez que c'est des objectifs d'impact qui ne veulent pas jouer et faire semblant. Et c'est ça qui fait partie aussi du modèle. Alors bien sûr, il ne faut pas être radical, il ne faut pas dire « ouais, demain vous devez être là ». C'est de dire faites un chemin et essayez de le faire le plus rapidement possible. On a revu ça aussi dans notre deuxième version, pour que ça soit incitatif, fortement incitatif, mais pas radical. Mais voilà, si on fait ça, si on est très 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 nombreux à le faire, là on va bouger les lignes, c'est certain. C'est certain. Donc le modèle PERMA entreprise, vous voyez, c'est tout cela, hein, c'est ces principes éthiques, ces principes qu'on appelait design finalement, ces principes de régénération, ces objectifs d'impact à intégrer. Et puis un dernier point, puis je m'arrêterai là, qui a fait allusion, c'est dans la permaculture, ils ont vite compris que c'était l'agencement des écosystèmes qui faisait que ça produisait mieux. C'est quoi un écosystème? C'est dire tiens, voilà, je vais planter un pied de tomate là, je vais en planter un autre, à 30 mètres, ils ne vont pas faire la même chose. Un écosystème, les vignerons ils connaissent bien ça. Hein. À 3 mètres près, j'ai un grand cru ou j'ai un premier cru, voire autre chose. C'est-à-dire que les écosystèmes de la nature sont tellement fins que effectivement, ils interagissent différemment en fonction de ce qu'on veut faire. Et donc, dans la permaculture, ça s'appelle l'agencement. Comment je vais agencer mes écosystèmes pour que la production soit optimale. Ça aussi, je l'ai traduit dans le modèle perma entreprise, mais vous voyez, dites tiens, voilà, à un moment donné, on se disait, pour essayer de rendre les collabs acteurs vis-à-vis de ces problèmes d'émissions de CO2, on se disait, tiens, il faudrait peut-être qu'on développe quelque chose, il faudrait qu'on mette en place des outils pour eux. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va travailler autrement. On va dire, tiens, finalement, qui peut être pertinent sur le sujet? Donc, certaines personnes collabent très impliquées sur le plan techno, d'autres évidemment qui connaissent un petit peu les problématiques de bilan carbone. On a des représentants d'associations qui sont aussi très 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 planchés sur les sujets. On a un membre de CSE, voilà. On est en train de dire, là j'ai un écosystème et on va l'agencer. L'agencer, c'est faire en sorte qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Ça prend un peu de temps, mais derrière, ça va vite et c'est puissant. Et c'est ce qui nous a poussé d'ailleurs à développer un logiciel de mesure automatique des bilans carbone personnels, donc des salariés au jour le jour. Et ça, c'est une pédagogie vraiment intéressante parce que, disons, tiens, aujourd'hui, je vais prendre le vélo. Et
Ils ont vu leur flèche carbone complètement baisser. Et rien que de vivre ça, de voir ça, c'est autre chose que de l'entendre dire. Et ça a bougé les lignes. C'est ça aussi qui a fait qu'après, ils aient eu, et pas suffisamment, envie d'être acteurs, de dire qu'est-ce qu'on peut faire, malgré je vois que je génère encore 35 tonnes qu'est-ce que je peux faire pour ces 35 tonnes. Vous voyez, c'est ça aussi, la perma-entreprise, c'est d'embarquer des collectifs avec des méthodes comme ça. Et comment dirais-je, à Norcis, on fait un audit tous les 2 ans de tout cela, et j'ai été surpris parce que je regardais ça hier en revenant du Maroc. 60% des collabs ont dit voilà, ce que j'ai pu vivre à Norcis sur toutes ces problématiques environnementales, tout ce qu'on a pu essayer de faire, ça m'a inspiré pour moi à titre personnel. Et ça, c'est une de mes autres croyances vis-à-vis de la planète, c'est que souvent, j'entends dire, ouais, mais à quoi ça sert que je fasse ça? Regarde autour de moi, regarde les... Non, il faut que tout le monde agisse, même si on pense que c'est pas grand-chose par rapport au monde. Oui, mais si tout le monde agisse, ça va finir par faire des vagues, quoi, des belles vagues. Donc, je vous raconte des petites histoires pour vous montrer que tout ça, c'est aussi très concret. C'est pas... Et au bout du compte, quand j'ai déroulé cela, je vais avoir finalement un référentiel d'indicateurs, d'objectifs d'impact, ceux qui sont imposés, plus les miens propres à l'entreprise, qui va devenir un outil de pilotage. Et là encore, ce référentiel va autant parler d'économie, de business, que d'enjeux sociaux, d'enjeux environnementaux, etc. C'est vraiment une démarche de développement. Ce que j'ai constaté, c'est que il y a un certain nombre d'entreprises qui ont envie de bouger ça, avec une certaine authenticité, mais comment faire? Comment faire? Il y a des idées qui naissent de temps en temps, mais il y a rarement le comment faire. Ça, je l'ai bien vu en m'impliquant dans tout cela avec le CJD. Et donc, c'est là où je me suis dit, si ton truc que tu as expérimenté, qui semble intéressant, et restons modestes, tiens, il faut que tu présentes une méthodologie pour le mettre en place. Et qu'elle soit accessible, à une boîte de 5 comme une boîte de 500, comme une boîte de 5000, après je ne sais pas. C'est pour ça que donc, en complément de ce concept, si je puis dire, il y a une méthodologie expérimentée, et maintenant par plusieurs boîtes, qui est apportée, d'où le fait d'avoir mis ça dans un bouquin en disant c'est de l'open source, prenez, faites, d'où le fait malgré tout d'avoir créé une école pour s'aguerrir davantage. Mais voilà, je crois que c'est ça qui fait aujourd'hui le fait qu'on s'intéresse à quelque chose qui semble être nouveau, mais aussi parce qu'il y a une méthodologie accessible, accessible pour mettre ça en place. Donc j'insiste pas plus sur la méthodologie, parce que je pense qu'on peut échanger maintenant, mais la finalité, c'est vraiment d'avoir ce référentiel d'indicateurs. Et vous voyez, nous, tous les 2 ans, on fait un audit de tous nos sites, en France, au Maroc. On regarde ce référentiel, et puis comme ça, les agences ont des voyants verts, ça roule, orange et rouge, et ils vont travailler sur des feuilles de route à 2 ans. Vous mettez ça en mouvement, c'est un outil de pilotage. Et puis c'est aussi intéressant parce que quand on fait ces audits, on peut voir aussi apparaître des idées nouvelles qui touchent de manière transversale, donc on va dire le groupe. Et là, vous pouvez mettre en place à nouveau des méthodes pour pouvoir conduire du changement. Donc nous, c'est on réunit, on débat, on vote. J'appelle ça démocratie éclairée. C'est quand il y a une idée qui peut vraiment bousculer les choses. On dit conduite du changement difficile, il faut que le vote soit à 80% oui. Quand il y a quelque chose qui est moins difficile sur le plan de conduite de changement, on va dire qu'il faut atteindre 50%. Voilà, on se donne des ratios comme ça. Vous voyez, vous pouvez mettre tout ça en place et là, vous vivez bien. C'est super intéressant. Moi, j'ai vu les derniers, là, parce qu'on a fait notre audit cette année, je me disais, mais voilà, je n'aurais jamais été capable de mettre à la place de toutes les personnes et de ce que j'ai entendu. Il y a certaines choses, oui, mais d'autres non. Et c'est ça qui est intéressant dans ces méthodes de gouvernance, c'est que finalement, ça a vraiment des vertus pédagogiques et de progression personnelle. Voilà. Et on comprend mieux après, oui, des fois, c'est le vote, c'est non, on ne veut pas faire ça, on ne veut pas faire ça. C'est pas grave, parce qu'il y a eu tous ces débats qui ont déjà fait avancer les choses. Voilà, donc derrière le modèle PERMA, il y a un mode de gouvernance poussé aussi, vous l'avez compris, qui est assez collaboratif, mais qui pousse aussi vers, entre guillemets, une démocratie éclairée. Pourquoi ? Parce que je ressens très très bien ce besoin, notamment des nouvelles générations,
d'être dans des systèmes nouveaux. Et pas simplement de dire je peux prendre des initiatives chouettes, non, dans des systèmes de gouvernance nouveaux. Et j'ai essayé aussi de travailler là-dessus à travers le modèle PERMA. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que oui. Je vous apporte. Merci beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante. Je suis consultante en management et c'est évidemment des questions qui m'intéressent. Je crois qu'il y a une grande transformation qui s'ouvre devant nous pour les entreprises, les manières de travailler. Et souvent, je réfléchis à la question de l'économie. C'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple, les associations sont un vrai soutien pour notre société et donc une démocratie éclairée. Et finalement, il y a la question de l'équité, il y a la question de la répartition de la richesse, il y a la question finalement du modèle économique qui peut-être n'est plus adapté pour un tas de raisons, notamment pour des raisons d'arrivée de transformation digitale comme les réseaux sociaux qui vont amener du contenu gratuit qui pourtant est lié à un travail et donc tout un tas de choses qui fait que la loi du marché n'est plus forcément celle qui correspond aux manières de travailler qui vont permettre une équité. Voilà, moi c'est des réflexions comme ça, autour de ça que j'ai, et je me demandais comment vous réfléchissiez par rapport à ça. Je vais donner un exemple tout simple, la crise de 2008, on sait très bien que ça a enrichi des traders qui pourtant ont ruiné de la même manière des gens qui avaient donc acheté une maison, etc. Il y a eu un très bon documentaire qui s'appelle Inside Job dessus. Donc voilà, donc c'est des questions comme ça. Donc finalement, est-ce qu'il faut remettre en question notre modèle économique et comment ? Remettre en question le modèle économique, moi je ne sais pas trop ce qu'on appelle un modèle économique. C'est sur un plan global, c'est au niveau d'une entreprise. Moi, j'ai plutôt tendance à dire aujourd'hui, dans le monde, il y a une pensée unique terrible. Tout le monde fait la même chose sur le plan économique. Grosso modo, je développe un truc, puis après, croissance externe, parce que les marchés sont assez occupés, et il faut toujours être plus gros que l'autre. Voilà, ça c'est... Et puis, ce qu'on appelle les startups, avant, on parlait simplement de dire on crée une boîte. Bah oui, il y a toujours eu les étapes, j'amorce, je développe, etc. Enfin bon, je ne sais pas trop ce que c'est un modèle économique. Moi, en tout cas, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut se remettre en cause sur, encore une fois, la richesse qu'on crée. Qu'est-ce qu'on fait de cette richesse ? Il faut créer de la richesse, mais comment on la redistribue ? C'est plus ça. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir que ça évolue pas. Alors, ok, c'était sympa. L'année dernière à Davos, il y a 200 gens très très riches dans le monde qui ont écrit un texte en disant on a compris, c'est à nous d'en redistribuer plus. C'est chouette, ça a une petite lumière, mais voilà quoi. Ça reste très 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 restreint par rapport au phénomène de pensée. Ce qui est sûr, c'est que le modèle PERMA ne veut pas rentrer dans le fait de dire je suis une structure, une SAS, Société Anonyme Simplifiée, je suis une SARL, je suis une coopérative, je suis tout ça. Il s'applique, il est au-dessus de ça. Il s'applique à toutes les organisations juridiques qui peuvent exister. C'est ça le plus important. Après, vous parliez des technologies, l'impact, tout cela. Moi, encore une fois, le monde évolue de plus en plus vite et donc, inévitablement, il y a des entreprises qui vont être bousculées de plus en plus vite par rapport à leur offre. Ça, c'est clair. Alors, soit elles s'arc-boutent, et puis ça va tenir ce que ça va tenir, mais après, ça sera vraiment la cata. Soit il faut vraiment essayer de se remettre en cause, et encore une fois, d'essayer de comprendre les mutations. On parlait précédemment, dans cette salle, l'intelligence artificielle. Ben, vous voyez bien quoi, que les années 80-2010, si je fais simple, ok, on a supprimé des métiers parce qu'on a automatisé, mais c'était quand même beaucoup de métiers peu qualifiés. Là, l'IA, c'est clair, c'est des métiers qui vont être, voire peut-être très qualifiés demain, qui vont disparaître.
Alors, vous savez bien que les premiers touchés, ce sont les journalistes aujourd'hui. Hein. Mais dans mon monde de programmeur informatique, qui est en pénurie terrible depuis 10 ans, mais c'est infernal partout dans le monde, on manque d'informaticiens, on a fait des tests où un outil d'intelligence artificielle, il sait réécrire un code à la manière de Sylvain ou à la manière de Pascal, etc. C'est comme aujourd'hui, il sait écrire un livre de Victor Hugo. Vous voyez, pour moi, c'est tout cela qu'il est important de prendre en compte. Alors, je veux dire, sans le modèle PERMA, on peut le faire aussi, bien sûr, mais le modèle PERMA va pousser à intégrer ces éléments-là, et c'est en cela que ça fait évoluer. Alors, je ne sais pas si ça touche votre notion de modèle économique, mais en tout cas, pour moi, ce sont ça les problématiques qui se posent. Hein. Bonjour, Yael Rawat, consultante en management aussi. J'ai une question peut-être assez pratique. C'est là, ce qu'on voit, c'est un modèle qui est finalement hyper intéressant en termes d'innovation, parce qu'il pose des contraintes, il pose des principes qui sont un petit peu décalés, voire paradoxaux. Quels sont des exemples que vous avez en tête de ce que vous avez pu vous mettre en place, voire accompagner d'innovation permise grâce à ces principes de permaculture? Des exemples d'innovation. D'innovation. De choses innovantes, d'innovation positive d'ailleurs. Alors, justement, c'est intéressant parce que dans nos enjeux, on s'est dit qu'il était vraiment important, si on innovait quelque chose, de toujours, une fois de plus, prendre le soin de regarder si c'était bien aligné avec nos 3 principes éthiques. Et ça, c'est un cadre intéressant. Alors, j'élargis un tout petit peu, mais voilà, souvent on me dit, ouais, alors, mais au fait, t'es pour la croissance ou la décroissance? Ben moi, je dis, je suis pour la croissance juste, c'est-à-dire celle qui est alignée sur les principes éthiques. Parce que si on produit quelque chose, si on invente un nouveau produit qui permet de mieux prendre soin des hommes, mieux préserver la planète, etc., il faut foncer. Par contre, si on produit quelque chose qui ne permet pas de mieux prendre, et qui plus est, peut-être de moins en moins, inévitablement, il faut essayer de basculer dans l'autre sens. Donc, voilà. Très, très simplement, il faut qu'il y ait des croissances de vélos, de garages à vélo, de tout ce qu'on veut dans les villes, mais il faut qu'il y ait une décroissance des voitures à énergie fossile, c'est clair. Donc si on revient sur l'innovation, nous, on a ressenti déjà le besoin de créer un conseil éthique. Ce sont des collabs qui en font partie et des personnalités externes qui vont amener une grosse couleur data et intelligence artificielle, une grosse couleur environnementale, etc. Et je vous dis ça parce que c'est là où ça joue. C'est-à-dire que quand il y a des idées d'innovation, le Conseil d'éthique peut s'en emparer pour justement où se fixer des limites. Alors, il y a un certain nombre d'années, oui, on avait obtenu un projet de recherche avec le ministère, mais ça a été très perturbant parce qu'effectivement c'était un peu anticipé ce qu'on vit tous aujourd'hui, c'est-à-dire ces espèces d'outils logiciels qui vont vous scanner en permanence sur tout ce que vous balancez sur la toile et puis derrière vous manipuler. Voilà. On était en pleine prise avec l'éthique. Hein, jusqu'où aller? Alors effectivement, il y a des choses, ça peut rendre service dans le domaine de la santé, dans l'autonomie des personnes âgées, puis il y a d'autres choses, c'est l'inverse. Donc on touche ça du doigt en permanence parce qu'on est sur les nouvelles technologies. Avec l'IA, on est en plein dedans. Hein. Jusqu'où aller sur ce sujet-là? On est aussi dedans avec des projets clients. Donc dernièrement, il y a un collab qui a dit, voilà... C'était quel projet? On me demande de travailler sur ce projet et je trouve qu'il n'est pas aligné avec les conseils éthiques, avec les principes éthiques. Bon, ça a été étudié et cette personne avait raison. On a refusé de travailler avec une boîte qui ne payait pas ses impôts en France. On est en prise permanente avec... C'est pas que l'innovation, en fait. Hein, c'est aussi bien Alors, et puis l'innovation, c'est pas que produit-service. Hein, on peut innover en management. On peut innover, évidemment, dans le domaine de la gouvernance. Il y a encore plein de choses à faire. Donc, voilà, faut, pour nous, en tout cas, constamment se poser cette question. Ce que je fais, en quoi c'est aligné, hein, en quoi ça permet de mieux prendre en compte les choses. En tout cas, c'est ma recommandation.
finit par le meilleur, c'est ça? Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très, très inspirante. J'avais une question de curiosité sur les écarts de salaire dans votre entreprise. Quel degré de transparence vous avez? Est-ce que vous avez une échelle, par exemple, de 1 à 10, ou vous êtes beaucoup plus transparent sur qui gagne quoi? Alors, dans les fameux objectifs d'impact imposés, il y en a un qui touche ça. Et donc qui dit que entre le salaire médian et le plus haut gros salaire, il ne faut pas que ça aille à plus de 5 fois, enfin le plus haut gros salaire n'aille pas à plus de 5 fois le salaire médian. Moi je suis contre la mesure le plus bas au plus haut. Pourquoi? Parce que je suis très pragmatique, hein, mais je sais qu'il y a un certain nombre d'entreprises, et la mienne aussi, etc. Voilà, on essaie de recruter des personnes sans qualification pour faire certaines choses dans l'entreprise. C'est les plus bas salaires, je fais appel à des structures extérieures, puis c'est réglé, je monte mon plus bas salaire de 10 000 euros. Donc je trouve que le salaire médian représente justement la population dans son ensemble, et je trouve ça intéressant. Donc c'est sûr que quand je suis face à des grands groupes, ils me rient au nez en disant 1 à 5, mais tu blagues, enfin vous blaguez. Alors je dis, on peut dire 1 à 10, mais de toute façon, je vous ai encore me dire vous blaguez. Il y a un questionnement là-dessus. Moi, à Norcis, il est de 1 à 3,8. Voilà. Mais encore une fois, sur le salaire médian. Je ne sais pas si j'ai répondu toute la question, mais si, ouais. Alors si, la notion de transparence. Alors c'était amusant parce que je disais à Caroline, je reviens du Maroc, puisque j'ai 2 antennes au Maroc, puis une fondation, et c'est l'époque des salaires. Et il me parlait un peu de cette transparence, etc. Et je leur ai raconté une anecdote qu'ils ne connaissaient pas, parce que j'ai créé en 94, puis je crois que 3 ans après, j'ai dit, tiens, allez, on affiche les salaires, on va être transparent totalement. Et ça a créé une zizanie, mais incroyable. Moi, je suis vite revenu en arrière. Je vais dire, cette expérimentation-là. Mais ce n'était pas mon salaire. Hein. C'était que tout le monde se comparait et disait, je ne comprends pas. Je comprends pas, je suis depuis 2 ans comme Robert y est depuis 2 ans et j'ai pas le même salaire. Oui, et là, vous rentrez dans un truc infernal parce que effectivement, on rémunère pas l'ancienneté, on rémunère la compétence, la valeur ajoutée, etc. Et c'est infini ces histoires-là. Donc on est vite revenu en arrière sur une transparence totale. Par contre, moi, le mien, je le donne toujours. Mais c'est une posture personnelle, quoi, c'est tout. Hein. Et la transparence, on l'a par contre sur tous nos indicateurs d'égalité hommes-femmes, qui dépassent largement ceux de l'index de la loi, puisqu'on descend au niveau des métiers, hein, pour développeurs, pour les consultants, MOA, pour les directeurs de projet, etc. On mesure tout ça depuis maintenant 17 ans, et ça, là-dessus, on est transparent. Oui, bonjour, Arnaud Descloiseaux, j'appartiens au CJD, petit clin d'œil. Vous parliez au début de l'égalité homme-femme et du nombre de lois qu'il a fallu pour que ça bouge, comme vous dites, et que finalement, il n'y a qu'à partir du moment où c'est contraignant que ça bouge. On pourrait faire le parallèle avec d'ailleurs la problématique du télétravail. Où moi ça faisait 10 ans que je disais à mes clients que c'était peut-être pas la peine que je vienne, qu'on va peut-être faire une petite visio, et je dois dire que depuis le Covid, le bienheureux Covid, tout va bien. Non, enfin, tout va pas bien, mais c'est très différent. Mais du coup, l'enseignement de tout ça, enfin moi ce que je vois, et quand je discute avec d'autres responsables d'entreprise, y compris peut-être des moins engagés et moins vertueux que vous, je me dis que ça ne bouge que sous la contrainte. D'une manière générale, j'aimerais avoir votre retour d'expérience, peut-être très optimiste, peut-être plus que moi, ou qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut bouger? Je suis malheureusement d'accord. Contrainte et avec des lanceurs d'alerte et autres qui n'arrêtent pas, qui ne lâchent pas. Néanmoins, et c'est pour ça que je suis vraiment assez transparent sur tout ce qui se passe dans ma boîte, c'est que je me suis dit, pour convaincre les dirigeants, le monde patronal, il faut montrer quelque part, tu gagnes plus d'argent qu'eux. Voilà. Alors,
Ben ouais, parce que c'est le point d'entrée. Enfin, faut être lucide dans la vie. Hein. C'est le point d'entrée. Et encore une fois, sans l'accord des dirigeants, des actionnaires, un modèle comme ça, il ne faut pas y aller. Il faut vraiment partager cette vision-là de l'entreprise. Alors, on me dit, qu'est-ce qui se passe à Norcis? En fait, ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'un modèle comme ça, avec tous ces ingrédients, doit vous permettre de créer un cercle vertueux. Alors, allez, je prends les 5 minutes. Ouais. Voilà. Dans mon monde des entreprises dites de services numériques, le gros sport, c'est facturer le maximum 2 jours par salarié. Voilà. Ils sont à 217 jours en moyenne par personne. Moi, je suis à 195. Parce que je propose 20 jours de RTT en plus des 27 jours, et puis qu'il y a des formations, etc., etc. Vous dites, mais comment tu gagnes ta vie? C'est pas possible. Tu as plus de 10% d'écart, c'est impossible. Et en fait, je leur dis, voilà, c'est quoi votre taux d'absentéisme? Bon, souvent on me dit une quinzaine de jours par an. Nous, on est à 3. Et il n'y a pas que des gens qui ont 30 ans. Hein. Donc là, je leur reprends presque la moitié déjà du retard. Et puis je leur dis, tiens, en fait, c'est quoi votre turnover? Dans mon monde, il est au moins à 25% maintenant en moyenne, quelle que soit la taille des boîtes. On est à 12%. Ça se calcule, ça s'appelle des coûts cachés. Ça coûte combien? Le remplacement de quelqu'un, etc. Sans parler de la relation client, ils en auront le bol de voir des turnovers. Et là, je suis déjà à leur niveau. Et maintenant, je vais rajouter, tiens, mais finalement, ça vous coûte combien un recrutement? Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'attentes, pas que des jeunes, sur une autre entreprise, quoi. Et là, je viens de reprendre une entreprise, et en fait, le point le plus important dans la reprise, ça a été le modèle PERMA. Et ils m'ont dit, voilà, pour nous, on a choisi ça. On a choisi ça parce qu'on ne veut pas vendre plus offrant, les yeux fermés, et puis derrière, pour les salariés, ce soit une cata. On a quand même un peu ce souci-là. Et là, ils m'ont même dit, voilà, tout un tas de choses. Ça fait 10 ans qu'on en parle, 10 ans que les salariés, ils ont des attentes, tout ça. On n'a jamais su faire. Et là, on voit le modèle. Voilà, c'est ça, créer un cercle vertueux. Et à la fin, on peut gagner plus d'argent que les autres. Je touche du bois parce que la période n'est pas très facile. Mais je vous le dis en toute simplicité, mais voilà, pour répondre à cette question, je suis obligé de passer par ça. Et là, ça bouscule. C'est exactement sur le même sujet de la mobilisation des actionnaires. Quel niveau de confiance vous avez dans les contraintes qui sont en train de changer sur les indicateurs extra-financiers et le cadre d'évaluation que mettent en place les banques, la Banque de France et aussi les banques privées pour les investissements, de façon à ce que petit à petit les flux financiers des entreprises, des actionnaires soient mieux orientés. Quel niveau de confiance vous avez dans ce cadre de contraintes? J'ai entendu l'encouragement à avoir un cercle vertueux, mais sur ce plan-là, j'aimerais bien quelques billes. Merci. Si je vais me faire sortir bientôt. Mais cette question, elle me rappelle une petite histoire. Bon, vous avez compris que j'étais assez engagé et il y a une dizaine d'années, j'en pouvais plus de voir tous ces banques avoir tous leurs paradis fiscaux et jouer avec ça et gagner de l'argent avec ça. Et j'en pouvais plus. Et puis, il y avait eu la crise des subprimes aussi, où un des banquiers, on était dans le TGV ensemble, et il me dit, vous vous rendez compte quand même, hein, c'est les PME qui nous mettent complètement en difficulté. Voilà, pour lui, s'il y avait crise, c'est à cause des PME. Donc j'en pouvais plus de ces banquiers et je leur ai écrit. J'ai écrit aux directions générales en disant, voilà, prouvez-moi que vous n'avez plus de paradis fiscaux dans votre structure. Sinon, de toute façon, un, je quitte, et deux, je communiquerai mes réflexions autour de ces sujets-là. Au bout de 2 ans, j'ai eu un papier. J'y ai pas cru.
C'est ça, je dis ça parce que, voilà, le monde financier est aujourd'hui porteur de beaucoup de choses négatives. Regardez encore toutes ces banques qui soutiennent énormément d'investissements dans l'énergie fossile. Et pour moi, c'est des indicateurs comme ça qu'il faudrait avoir. C'est en quoi elles font véritablement évoluer leur métier face à des problématiques majeures, qui est, encore une fois, les paradis fiscaux, qui sont les financements d'activités qui aujourd'hui sont trop néfastes à l'évolution du monde. Alors après, voilà, vous savez, il y a des lois, il y a des indicateurs qui arrivent, etc. Alors je ne vais pas dire que ça ne fait pas bouger les choses, mais le gros sport, c'est comment je vais contourner. Faut aussi ne faut pas tourner autour du pot, c'est quand même un gros sport. Comment on contourne pour payer le moins d'impôts possible, comment on contourne pour ne pas être enquiquiné, c'est bien le mot que j'entends souvent, par ça. Donc voilà, moi je crois que malheureusement, oui, il faut des contraintes, donc il faut des lois qui font quand même un peu bouger les choses. Je crois que, vous voyez, moi je suis contre la discrimination positive, mais s'il n'y avait pas ces lois pour pousser la représentation féminine dans les listes électorales, etc., on n'y serait pas arrivé. Donc c'est quand même, ça a été un tremplin pour bouger les lignes. Donc c'est pour prendre des exemples concrets, encore une fois, sur ces problématiques d'indicateurs et puis de lois qui poussent un petit peu plus. Mais okay. Le mieux, ce serait quand même qu'on soit suffisamment lucide pour prendre ça en charge, quoi. Eh bien, je propose que nous remercions Sylvain pour ses propos.